Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'interview sur Africa 24. Alors que de nombreux pays africains font face à une montée de risques liés à la dette et à une contraction de financements extérieurs, la mobilisation de ressources internes par ceux-ci s'avère primordiale pour pérenniser justement leur économie dans ce contexte incertain. Le rôle du Fonds monétaire international à travers ses conseils et appuis reste décisif. Nous recevons pour cette nouvelle édition de l'interview l'administrateur du groupe Afrique 3 du FMI. Il aborde avec nous les défis macroéconomiques majeurs du continent et les positions qu'il défend au sein de l'institution de Bretton Woods. Monsieur Régis Olivier Nsondé, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup, Madame Kwasi. Merci de me recevoir sur cette belle chaîne Africa 24. Merci. Selon le Fonds monétaire international, plus de 20 pays africains sont aujourd'hui en situation de risque élevé de surendettement. Comment le groupe Afrique 3 que vous représentez perçoit-il cette dynamique et quelles recommandations prioritaires formulez-vous pour préserver la viabilité de la dette africaine dans un contexte mondial complexe? Merci beaucoup. Cette question est extrêmement importante, mais j'aimerais simplement préciser que nous avons atteint un point d'inflexion puisque la détérioration du risque de surendettement des pays africains semble s'être stabilisée, mais nous devons rester très prudents et continuer les efforts de mobilisation des ressources. Évidemment, nous avons besoin, nous, pays africains, d'agir sur plusieurs fronts. D'abord, vous l'avez mentionné, la mobilisation des ressources internes. Ici, il s'agit d'augmenter la base imposable. Beaucoup de pays devraient s'attaquer, par exemple, à la question des exonérations fiscales, notamment lorsqu'elles ne sont pas justifiées par l'objectif de booster un secteur particulier. Et surtout, il est important de s'attaquer aux exonérations qui perdurent dans le temps et qui ne seraient pas justifiées par cet objectif sectoriel. Donc, c'est déjà un premier front sur lequel les pays africains devraient s'attaquer. Ensuite, il y a la question de l'endettement lui-même. Il est important que les pays africains qui en ont la possibilité de négocier des restructurations de dettes, soit de manière bilatérale avec les pays créanciers, soit dans le cadre d'initiatives internationales telles que le cadre commun du G20 ou la table ronde mondiale sur la dette souveraine qui permet aux pays de discuter avec leurs partenaires, leurs créanciers, avec évidemment l'appui du FMI et de la Banque mondiale, et donc pour permettre à ces pays d'atteindre des objectifs de restructuration de la dette qui permettent un peu de baisser le risque de surendettement. Voilà quelques idées, quelques fronts sur lesquels nos pays devraient s'attaquer. Le taux moyen de pression fiscale en Afrique subsaharienne reste faible, autour de 15% du PIB, contre 33% dans l'OCDE en 2023. Quelles réformes fiscales ou administratives encourage le FMI pour améliorer la mobilisation de ressources internes sans freiner la croissance ni pénaliser les pays les plus vulnérables? Alors, comme je le disais lors de la précédente question, il s'agit donc d'élargir la base fiscale des pays, la base fiscale et douanière, et en s'attaquant aux exonérations et aussi en créant le type de système d'imposition qui soit progressif. Progressif, c'est-à-dire qui ne soit pas prohibitif d'abord pour les investisseurs et pour le secteur privé. Et ensuite, il est très important de s'assurer qu'il soit progressif, le système soit progressif pour ne pas trop imposer de manière inconsidérée les populations vulnérables. Donc, la progressivité du système d'imposition est très importante pour atteindre justement ces objectifs, non seulement d'augmentation des recettes, très important, mais également pour soutenir la croissance et préserver les populations vulnérables. Mais j'aimerais également ajouter un point sur lequel on n'insiste pas suffisamment, c'est d'augmenter ce fameux dénominateur qui est le PIB. Donc nous avons besoin de mettre en place, les pays africains ont besoin de mettre en place des politiques qui permettent de booster la croissance et donc augmenter ce dénominateur et qui permettrait de réduire les ratios d'endettement. Le système multilatéral est souvent critiqué pour sa lenteur ou ses déséquilibres dans les mécanismes de financement.
Quelle est aujourd'hui la position du FMI et la vôtre en tant que représentant africain sur la nécessité d'une réforme de l'architecture financière internationale, notamment en ce qui concerne l'accès équitable aux ressources? Ouais. Une autre question importante que vous me posez là, cette question de renforcer le système monétaire international est une question permanente que nous discutons régulièrement au niveau du conseil d'administration. Le FMI, comme vous le savez certainement, est au centre du filet mondial de sécurité financière. Et à ce titre, il est important que les ressources du FMI soient adéquates pour faire face aux besoins des pays en développement. Vous savez que, par exemple, que le FMI a alloué des DTS, des droits de tirage spéciaux au pays en plein milieu de crise. Ça a permis au pays d'avoir une bouffée d'oxygène et de renforcer leurs ressources pour faire face à ce choc mondial. Il est également important de noter que le FMI a fait des efforts considérables pour augmenter ses propres ressources, les ressources concessionnelles, notamment les ressources du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance, qui abrite les ressources concessionnelles du FMI, donc des ressources à coût relativement bas. Dans le cadre de la 16e revue générale des quotes-parts, le FMI a également augmenté ses ressources permanentes en augmentant notamment les quotes-parts de tous les pays à hauteur de 50%. Donc, les efforts de mobilisation des ressources doivent se poursuivre et j'insiste vraiment sur le rôle central que le FMI joue sur ce dispositif international. Certains observateurs estiment que les financements d'urgence comme les allocations de droits de tirage spéciaux ou les programmes de facilité de crédit élargis peuvent créer une nouvelle forme de dépendance financière. Comment le FMI concilie-t-il soutien conjoncturel et réformes structurelles durables dans la région? Merci pour cette question importante. D'abord, il est important de souligner que l'allocation des DTS par le FMI est une opération extrêmement rare et cette opération devrait rester rare et avoir lieu dans un contexte exceptionnel de crise mondiale. Donc, il est important que les pays ne soient pas effectivement dépendants de cette allocation. Par contre, le FMI dispose d'autres facilités, des instruments pour soutenir les pays. Il y a des facilités d'intervention rapide, notamment la facilité de crédit rapide qui permet au FMI de débourser de manière rapide des ressources à des pays qui ont des besoins ponctuels de financement, mais qui n'ont pas de problèmes structurels de balance des paiements. Ensuite, il y a des facilités telles que la facilité élargie de crédit que vous avez mentionné, qui permet au FMI d'accompagner les pays qui ont des problèmes structurels de balance des paiements sur une période pouvant aller de 3 à 5 ans. Et ces ressources sont extrêmement concessionnelles. Mais évidemment, nous n'encourageons pas les pays à avoir accès à ces ressources dès qu'il y a une difficulté. Les pays doivent prendre conscience de la nécessité de réformer leur politique budgétaire, leur politique monétaire, afin de se prévenir de ce type de situation et de renforcer leur résilience face au choc. Ensuite, dernier point important, il est important également de signaler que le FMI dispose de facilités de précaution qui permettent à des pays qui peuvent faire face à des situations de confiance des marchés, à des problèmes de confiance de marché, d'avoir recours à des lignes de crédit qu'elles n'utilisent pas nécessairement, mais qui sont là à titre de précaution et permettre à ces pays, une fois qu'il y a un problème de confiance des marchés ou un problème de réserve, d'avoir accès à ces ressources très facilement qui seraient déjà disponibles sans avoir à négocier un nouveau programme. Voilà comment le FMI arrive à soutenir ces pays. Mais évidemment, la dépendance dépend de la capacité des pays à se réformer, à réformer leur politique économique. Et c'est ça vraiment qui détacherait les pays d'une dépendance des ressources ou d'une dépendance du FMI. Merci pour ces précisions. Vous représentez un bloc stratégique de 23 pays africains au sein du conseil d'administration du FMI. Quels sont aujourd'hui, au regard justement de la nouvelle classe dirigeante de la BAD, on va le dire, quels sont aujourd'hui ces axes majeurs-là de votre plaidoyer et comment vous assurer
que les préoccupations africaines soient prises en compte au sein de l'institution? Alors, il est important de souligner, tout le monde le sait, que le FMI est une institution mondiale séparée de la Banque africaine de développement. Je représente 17 pays africains. J'avais en charge 23 pays précédemment, mais comme vous le savez, le Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire a décidé d'allouer une 3e chaise pour l'Afrique subsaharienne. Il y a donc une recomposition des chaises africaines. Nous sommes passés de 2 à 3 chaises africaines et donc j'en charge un peu moins de pays, 17 pays au lieu de 23. Alors, nous continuons, évidemment, les 3 chaises africaines coordonnent leur plaidoyer lors des discussions au niveau du conseil d'administration. Nous continuons à pousser pour s'assurer que le FMI reste disponible, reste proche des pays africains. Nous avons une multitude de cas africains. Nous avons des États fragiles. Nous avons des petits États, des petites îles, des petits États. Et nous avons également des pays à faible revenu comme des pays à revenus intermédiaires. Donc, avec cette diversité de situations, les instruments du FMI, il est important que les instruments du FMI restent adaptés à chaque situation. Et nous continuons à pousser pour s'assurer que le fonds reste proche de ces pays et que ces ressources restent adéquates et que ces instruments soient adaptés aux cas spécifiques de chaque pays. Et dans ce cadre, nous continuons à travailler de main à main avec les autres chefs africains. Monsieur Régis Nsondé, administrateur du groupe Afrique 3 du Fonds monétaire international, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'interview. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.